En 1967, Muhammad Ali est banni du ring, condamné à 5 ans d'emprisonnement et 3 ans de suspension pour avoir refusé la guerre du Vietnam. Il perd sa ceinture, ses revenus, son statut. Tout le monde le pense alors fini, enterré. Mais lui, il continue à s'entraîner avec acharnement, à apprendre, à analyser, à participer à des débats. Il entretient donc ses circuits neuronaux, même loin du ring. Quand il revient en 1970, il n'a rien perdu. Au contraire, il est plus lucide, plus patient, plus intelligent dans le combat. Et 4 ans plus tard, en 1974 à Kinshasa, il bat George Foreman lors du légendaire Rumble in the Jungle. Ce jour-là, il ne gagne pas seulement un titre, il prouve que le cerveau, comme le corps, peut s'entraîner à résister et à s'adapter. Il n'était pas juste prêt physiquement, il était mentalement inarrêtable. C'est ça, la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se reconfigurer sous la contrainte. Concrètement, cela signifie que le cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales, voire même compenser certaines zones déficientes par d'autres beaucoup plus actives en fonction de ce que l'on répète, de ce que l'on vit intensément, de ce que l'on pense à haute intensité et de ce sur quoi porte notre attention de manière volontaire. Seuls ceux qui savent apprendre vite, désapprendre vite et reprogrammer leur cerveau peuvent rester dans la course le plus longtemps possible. Comprendre la neuroplasticité te donne donc un avantage concurrentiel. Et ça, Muhammad Ali l'avait bien compris. Bodine, tell him, what are we going to do? You're going to float like a butterfly and sting like a bee. Ah, rumble, young man, rumble. Ah, that's what we're going to do. You heard it. That's my trainer. He'll tell you. La neuroplasticité n'est pas un concept abstrait, bien au contraire. Elle repose sur 5 grands principes scientifiques, bien établis et bien documentés par des chercheurs en neurosciences. Je vais donc te donner une définition pour chacun des principes, mais surtout te présenter des outils pratiques que tu vas pouvoir mettre en application dans ton quotidien professionnel. D'ailleurs, à titre d'information, j'ai moi-même développé une grande partie de ces méthodes. On attaque directement avec le premier principe. C'est parti. Le premier principe de neuroplasticité, c'est le use it or lose it. Utilise-le ou perds-le. Les circuits neuronaux s'affaiblissent s'ils ne sont pas suffisamment sollicités et utilisés. Concrètement, le confort tue les connexions neuronales. Ce qui n'est pas activement mobilisé finit par disparaître. Le confort installe de l'inaction et l'inaction éteint les connexions neuronales. Il est donc très important de régulièrement mettre en application ses compétences et ses connaissances, car c'est l'usage quotidien qui entretient les circuits neuronaux et non pas l'accumulation passive de savoir. Pour ce premier principe, je te propose un outil que j'ai nommé le booster de compétences. Alors, moi de mon côté, je l'utilise 1 fois par semaine, le vendredi soir, et ça ne me prend pas plus de 10 minutes à tout casser. On est d'accord que pendant ta semaine, tu vas utiliser des compétences pour mener à bien tes missions et tes projets. Ça, c'est normal. Sauf qu'il peut arriver que certaines de tes compétences ne soient pas sollicitées pendant de nombreuses semaines. Tout dépend du contexte. On va donc venir essayer d'identifier les compétences en sommeil pour mettre en place un plan d'action opérationnel afin de réactiver volontairement certaines d'entre elles et donc éviter que les connexions neuronales associées ne s'affaiblissent. Comment ça fonctionne? Admettons que l'on choisisse de réactiver la compétence, analyser le comportement utilisateur, tester des leviers et piloter leur impact sur la conversion. La chose la plus simple à faire, comme je te l'ai dit, c'est de déterminer la mission qui va me permettre de mettre en application la compétence. En l'occurrence, l'optimisation du taux de conversion. Quand ça c'est fait, on peut passer à la création d'objectifs. Par exemple, pourquoi ne pas imaginer le fait d'identifier et corriger les frictions du tunnel d'achat? Mettre en place des objectifs, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également mettre en place des Key Performance Indicators pour nous permettre de piloter, d'ajuster, d'optimiser le plan d'action opérationnel et la performance. Exemple, analyse des taux de clics, d'abandon et de conversion. C'est ça qui va me permettre de savoir où est-ce que je me situe par rapport aux objectifs du plan d'action. Quand ça c'est fait, il faut se poser la question. Quelle est la tâche et la mission, en plus de la mission principale qui va me permettre de mettre en application ce plan d'action? Pourquoi ne pas imaginer le fait de revoir une page produit via des principes de neuromarketing? Quand le plan d'action est terminé, on fait un reporting et on essaie d'analyser les résultats obtenus. Ici, j'ai noté que la simplification visuelle augmente le taux de clic sur le CTA, sur le call to action. Au plus je fais les choses simples, au plus j'augmente l'efficacité et le fait que le client va venir cliquer là où je veux qu'il clique.
D'accord? Donc tu vois, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, et on peut pousser le curseur beaucoup plus loin. On peut par exemple imaginer des sous-compétences à la compétence initiale. On peut aller très très loin d'un point de vue du plan d'action opérationnel, et c'est ce que je vais te prouver et te démontrer avec le principe numéro 2. Le deuxième principe de neuroplasticité, c'est le use it and improve it. Utilise-le et renforce-le. Plus tu répètes un comportement, une pensée ou une compétence, plus les connexions associées se renforcent. Ce que tu répètes consciemment devient automatique. Chaque répétition est un signal envoyé au cerveau. En gros, tu dis à ton cerveau, ceci est important, conserve-le et surtout, optimise-le. Dans l'apprentissage, l'usage précède la consolidation. Plus une compétence est mobilisée en situation réelle, plus les connexions neuronales qui la soutiennent se renforcent. Pour ce principe, je te propose mon outil favori, qui est la matrice de compétences. Alors, cet outil, j'ai mis des années à le développer, à le peaufiner et à l'optimiser. C'est un outil que j'utilise moi de base en management. Je l'ai créé pour pouvoir aider chacun des membres de mes équipes à développer leur plein potentiel. Comment? En les accompagnant dans leur montée en compétences et en expertise. Le but, c'est qu'ils puissent devenir des experts incontestés dans leur domaine et dans leur thématique pour aider la totalité de l'équipe à atteindre la performance opérationnelle. Et comme je te l'ai déjà expliqué dans une vidéo spécifique, il y a très peu de managers qui comprennent l'importance de la montée en compétences des salariés. Mais cet outil, tu peux l'utiliser dans n'importe quel domaine à partir du moment où tu essayes de viser une certaine forme d'expertise et une certaine forme de montée en compétences. Comment ça fonctionne? La première des choses à faire, c'est de venir lister la totalité des missions qui sont listées dans les exigences techniques et opérationnelles de ton poste. En gros, toutes les missions que tu dois mettre en application au quotidien. Si tu veux, ça représente une couleur spécifique et bien particulière. Un domaine de mission. Quand tu as listé toutes les missions, tu vas venir lister toutes les tâches nécessaires pour mener à bien la mission en question. Donc là, tu vois, c'est des sous-parties que tu vois dans les couleurs en question. Quand tu as listé les tâches, eh ben là, on va rentrer dans le détail. On va lister la totalité des actions et des compétences qui sont nécessaires pour réaliser la tâche en question et donc, par conséquent, la mission en question. Le but, en fait, c'est de venir évaluer chacune des missions, chacune des tâches, chacune des compétences et des sous-parties. Pas besoin de faire très compliqué. Non acquis, en cours d'acquisition, acquis, parfaitement maîtrisé. Quand tu as fait ça, on va venir créer à la fin un plan d'action opérationnel pour favoriser la montée en compétences et en expertise, via ce qu'on a vu dans le principe numéro 2. Alors, on va créer le fameux tableau pour réactiver les compétences en question, aider la personne ou l'individu à monter en compétences et en expertise. Et l'objectif, c'est qu'à chaque évaluation, il y ait une progression, sinon ça ne sert strictement à rien. Et très important, et ça je le dis à chaque fois, le plus important, c'est l'HSE, la sécurité en entreprise. Même si tu as un boulot, tu es toute la journée derrière un ordinateur, la sécurité doit être la priorité absolue en entreprise. Il est hors de question et inadmissible qu'un salarié se blesse au travail ou finisse par mourir en entreprise. Troisième principe de neuroplasticité, plasticity is experience dependent. La plasticité dépend de l'expérience. Les expériences intenses transforment ton cerveau. Plus une expérience est vécue profondément, plus elle modifie les circuits neuronaux. Le cerveau se reconfigure sous pression. L'intensité grave profondément les apprentissages, le confort, quant à lui, les neutralise. L'intensité agit comme un accélérateur neurologique. Sous contrainte réelle, le cerveau priorise, réorganise et consolide les apprentissages. Quatrième principe de neuroplasticité. Plasticity is region specific. La spécificité liée à la neuroplasticité. Ce quatrième principe est directement lié et intrinsèquement lié au troisième principe. Les deux travaillent ensemble et en synergie. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc illustrer le principe numéro 3 et le principe numéro 4 ensemble avec le même exemple. Seules les zones activées se modifient. Chaque fonction cérébrale se renforce là où elle est sollicitée. En gros, il faut entraîner ce que tu veux développer. Comment? En t'exposant volontairement à des situations qui sollicitent directement cette compétence. Comme on va le voir, tout ça repose sur un principe très très simple. Identifier la compétence cible et créer volontairement des situations qui la mettent à l'épreuve. Concernant le principe numéro 3 et 4, je te propose le défi inconfortable. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher la difficulté pour favoriser la montée en compétences opérationnelles et donc monter en compétences beaucoup plus rapidement. Comment?
en optimisant les connexions neuronales associées à ces dites compétences, via le challenge et le défi. Ça peut être soit en participant à des projets beaucoup plus compliqués, et donc en te confrontant justement à cette difficulté, tu vas te forcer, t'obliger à t'améliorer d'un point de vue opérationnel, et donc à monter en compétences, plutôt que de rester sur des projets bidons et de tourner les pouces. Demande à ton employeur de t'intégrer à des projets de plus en plus compliqués pour favoriser cette montée en compétences. Ça peut être également en choisissant des OKR et des KPIs beaucoup plus complexes pour te challenger d'un point de vue opérationnel et donc te pousser à atteindre de meilleurs résultats, ou enfin, tout simplement, en te formant sur de nouvelles thématiques. Pourquoi? Parce qu'au plus tu te formes sur des compétences annexes, au plus tu augmentes ta portée opérationnelle d'un point de vue compétences, ce qui va déjà dans un premier temps te permettre de gagner en expertise, mais d'être beaucoup plus recherché sur le marché du travail. Surtout quand tu essaies de viser des postes à responsabilité, ce qu'on va te demander de faire, c'est d'avoir un petit peu des compétences de partout, d'être un petit peu touche à tout. Si tu restes dans des compétences de base que tu maîtrises depuis des années, ça sert strictement à rien. Tandis que si tu vas te former sur des thématiques que tu ne maîtrises pas, et encore plus intelligent, te former sur des thématiques qui viennent compléter tes compétences annexes, alors là, tu es le roi du pétrole. Je te le dis, surtout d'un point de vue stratégique, opérationnel sur le marché du travail. On a tendance à penser que ce sont les gens les plus intelligents ou les plus futés qui réussissent. C'est totalement faux. Celles et ceux qui réussissent, ce sont celles et ceux qui ont compris l'importance de se challenger de manière permanente d'un point de vue opérationnel, car c'est ça qui favorise la montée en compétences et donc nous permet sur le long terme d'atteindre nos objectifs et nos résultats. Alors oui, il va y avoir des moments où tu vas te casser la gueule. C'est normal. Le plus important, c'est de ne jamais lâcher l'affaire, de toujours se relever et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment pour mettre en place les plans d'action opérationnels qui te permettent de monter en compétences in fine. Ok? On passe maintenant au cinquième et dernier principe de neuroplasticité. Cinquième et dernier principe de neuroplasticité. Attention modulates plasticity. L'attention module la plasticité. L'attention volontaire dirige la plasticité. Ce à quoi tu prêtes attention se grave et se renforce beaucoup plus profondément. D'où l'importance de se focaliser sur l'essentiel, ce qui compte vraiment et produit de véritables résultats. Si tu disperses ton attention, tu gaspilles malheureusement des connexions neuronales qui auraient pu servir à ton objectif principal. Pour ce cinquième et dernier principe de neuroplasticité, je te propose la méthode Deep Work. Alors, c'est une méthode qui est très connue, mais redoutablement efficace. Comment ça fonctionne? Dans un premier temps, tu vas venir choisir un objectif ou une mission principale que si tu la mets en application et que tu la réalises, te permettra de compléter 80% de ta progression journalière. C'est la fameuse loi de Pareto. 20% d'action entraîne 80% de résultats. Quand ça c'est fait, tu vas venir me bloquer un créneau horaire de 2-3 heures au maximum, pas plus. Et si possible, et moi je te le conseille, c'est le matin. Pourquoi? Parce que le matin, on est frais, on dispose de toute notre énergie mentale, ce qui favorise et optimise le fait de se focaliser sur un seul objectif et donc d'être productif. Quand ça c'est fait, c'est pas suffisant. Il faut surtout supprimer toute source de distraction, sans exception. Le téléphone, les emails, tes collègues de travail qui viennent te déranger toutes les 5 minutes, tu le prends dans un coin et tu leur expliques. À partir d'aujourd'hui, de telle heure à telle heure, je teste une nouvelle méthode, je vais me focaliser sur ma mission principale, laissez-moi travailler, ne venez pas me déranger, sauf cas de force majeure ou cas de figure exceptionnelle. Laissez-moi bosser. Quand ça c'est fait, tu vas te rendre compte que, comme par hasard, quand tu essayes de te focaliser sur une mission, ton cerveau va te jouer des tours. Et tu vas avoir plein d'idées parasites qui vont te bouffer ta charge mentale, alors que d'habitude, tu ne les as pas. Mais c'est normal. Moi, je te conseille la technique du calepin. Tu prends un calepin, si possible, une feuille et un stylo. Ne le fais pas de manière numérique. Fais-le vraiment avec une feuille et un stylo parce que le cerveau enregistre beaucoup mieux quand tu écris à la main. Et tu vas venir noter toutes les idées parasites qui te passent dans l'esprit. Et tu vas voir qu'en faisant ça, ça va t'enlever de la charge mentale et tu vas favoriser le fait que tes connexions neuronales se focalisent sur une seule et même action que tu as décidée au préalable. Avec cette méthode-là, en 2-3 heures de temps, si c'est fait comme il faut, tu vas réussir à tomber ce qu'une personne lambda au travail fait en 7 à 8 heures de travail journalier. Crois-moi sur parole. Et si tu veux aller vraiment au fond des choses, je te conseille ce livre incroyable, The One Thing, de Gary Keller, qui est un best-seller international, et qui t'explique justement l'importance de se focaliser sur l'essentiel, une seule et même action par jour qui te permet de réaliser et compléter 80% de ta progression journalière.
On a donc aujourd'hui abordé une thématique très intéressante qui est la neuroplasticité. Malheureusement, c'est un sujet qui n'est pas forcément connu du grand public, alors j'ai essayé de mon côté de vulgariser les choses au maximum et surtout de te proposer des méthodes et des outils pratiques que tu vas pouvoir mettre en application dans ton quotidien professionnel et donc, je l'espère, favoriser ta montée en compétences. Ça m'aura également permis de rendre hommage à cet immense champion, ce grand bonhomme, ce grand personnage qui a marqué le siècle dernier, qui a inspiré tant de personnes ces dernières années et qui, je pense, continuera de marquer les siècles à venir. Si le contenu de cette vidéo t'a apporté un minimum de valeur, fais-moi le savoir en commentaire et laisse-moi un petit j'aime, ça permettra vraiment de soutenir la chaîne et surtout à YouTube de pousser ma chaîne auprès des bonnes personnes. Tiens, on va faire un truc. Si tu es resté jusque-là, mets-moi en commentaire Ali Bomaye, ça me permettra de voir qui reste jusqu'à la fin de mes vidéos. Pour conclure cette vidéo, j'ai choisi de te laisser sur un poème iconique, que je t'ai d'ailleurs traduit en français, de Monsieur Muhammad Ali. Ciao. Last night I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone. And I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.